Mes chers collègues, nous recevons à présent Mesdames Karine Camby, présidente de la première chambre de la Cour des comptes, et Anne-Laure De Coincy, présidente de la section à la 5e chambre de la même Cour, pour évoquer notamment le contenu de 2 documents produits par la Cour des comptes qui traitent de sujets entrant dans le champ des investigations de la commission d'enquête. Le premier document, publié en juillet 2020, est un rapport sur les dispositifs de l'État en faveur des salariés des entreprises en difficulté. Le second document, publié plus récemment en juillet 2023, prend la forme d'une note thématique intitulée « Garantir l'efficacité des aides de l'État aux entreprises pour faire face aux crises ». Ces documents sont bien entendu consultables sur le site internet de la Cour. Mesdames, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de prendre le temps de répondre à nos sollicitations. Je n'ignore pas que vous avez été mobilisées dans un délai très contraint et ceci est un euphémisme. Je vais passer la parole à chacune d'entre vous pour une intervention liminaire d'une durée maximale de 10 minutes. Puis nous procéderons à un échange sous forme de questions et de réponses. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, mesdames, à lever la main droite et à nous dire « je le jure ». Je vous remercie et vous avez la parole pour le propos liminaire. Voilà, très bien. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie de nous donner l'occasion aujourd'hui de contribuer aux travaux de la commission d'enquête et de vous présenter les rapports dont vous avez rappelé, Monsieur le Président, l'existence, mais peut-être aussi d'autres travaux qui pourraient utilement s'inscrire dans vos réflexions. Je précise, donc, comme vous l'avez dit, que je préside la première chambre qui est plutôt compétente sur les questions de finances publiques et d'économie et que ma collègue Anne-Laure De Coincy travaille au sein de la 5e chambre où elle est présidente de section et donc elle est plutôt sur les questions d'emploi notamment. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que l'approche de la Cour sur ces enjeux repose bien entendu sur nos travaux. Vous savez que nous avons à la fois une compétence d'évaluation des politiques publiques, mais aussi à travers tous les autres travaux d'enquête, une connaissance assez approfondie, je pense, des mécanismes qui sous-tendent le fonctionnement du tissu économique. Et puis, bien sûr, nous avons aussi la possibilité, et c'est une richesse, de croiser les approches des différentes administrations, mais aussi des administrations nationales et des collectivités locales. Et j'y reviendrai parce qu'en matière de développement économique, les régions particulièrement peuvent aussi s'inscrire dans une démarche notamment d'accompagnement des entreprises en difficulté. Alors, les entreprises françaises et en particulier les petites et moyennes entreprises ont été confrontées depuis 2020 à une succession de chocs majeurs. La crise sanitaire, bien entendu, des tensions d'approvisionnement très importantes, l'inflation, la crise énergétique, et ces événements ont incontestablement conduit à une hausse des défaillances des entreprises dans un contexte de transformation des modes de soutien public. Alors, il me semble qu'à la base de votre questionnement se pose la question de l'efficacité de l'action publique pour soutenir l'activité économique et prévenir en quelque sorte des situations qui conduiraient à des défaillances d'entreprises et donc à des licenciements. La question peut être abordée sous 3 angles. D'abord, dans le contexte économique actuel qui est marqué par une remontée sensible des défaillances d'entreprises, en particulier parmi les PME, on constate effectivement une évolution préoccupante du nombre de licenciements. Ensuite, les enseignements du rapport publié par la Cour des comptes en septembre 2024, qui était consacré à la détection et à la prévention et au traitement des difficultés rencontrées par les TPE et les PME
me semble pouvoir contribuer à vos travaux. Et enfin, les enseignements de la note thématique que vous aviez identifiée, qui date de juillet 2023 et qui dresse un bilan des aides aux entreprises en période de crise, donc dans un contexte quand même très particulier. Alors sur le premier point, le contexte de la remontée des défaillances d'entreprises, les données publiées par la Banque de France en janvier 2025 montrent que l'accalmie qu'on avait pu constater pendant la crise Covid est absolument terminée. Les défaillances sont très nettement reparties à la hausse et sur les 12 derniers mois glissants, on relevait en janvier 2022 28 000 défaillances, 42 000 en janvier 2023, donc quasiment le double, et elles atteignent plus de 65 000 à la fin 2025, fin janvier 2025, pardon. Donc il s'agit d'un pic historique qui est bien supérieur au niveau observé avant la crise sanitaire. On constatait à peu près 55 000 défaillances par an, même s'il reste à relativiser par rapport au niveau soutenu qui avait été enregistré entre 2009 et 2016. Alors il y a certainement dans cette évolution un effet de rattrapage, puisque en 2020, les mesures exceptionnelles de soutien qui avaient été prises avaient conduit à une réduction sans précédent du nombre de défaillances qui était tombé à 27 000 à la fin de l'année 2021. Il faut analyser ce chiffre en constatant que les micro-entreprises concentrent l'essentiel des défaillances recensées, 92%, ce qui reflète d'ailleurs leur poids dans le tissu productif français. Leur disparition a un impact à relativiser cependant, puisque dans le même temps, il y a eu plus d'1 million d'entreprises créées, dont 716 000 sous le statut de micro-entreprise. Alors, un phénomène plus préoccupant se dessine cependant, c'est l'augmentation de ces défaillances pour les PME. On en comptait 5 342 très exactement sur 12 mois en janvier 2025, soit plus qu'au plus fort de la crise financière en 2009. Ces entreprises qui sont de taille plus significative que les très petites entreprises sont généralement intégrées dans des chaînes de valeur plus pourvoyeuses d'emplois et d'innovation, et leur disparition a des effets plus importants sur le plan économique et du tissu économique local. Alors, il faut, sur les chiffres de licenciement, je pense que je laisserai la parole à ma collègue parce qu'elle sera plus dans son domaine, mais effectivement, on constate aussi une hausse tendancielle du nombre de licenciements. Un point derrière ces tendances globales, c'est les fragilités structurelles que semblent présenter les PME. Les entreprises de taille intermédiaire avec donc des conséquences plus marquées en matière d'emploi. Nous n'avons pas fait de travaux particuliers à ce jour sur cette situation, mais en revanche, en septembre 2024, et c'est mon deuxième point, nous avons publié un rapport sur le bilan des dispositifs de détection et de traitement des difficultés rencontrées par les TPE et les PME, en s'attachant notamment aux enjeux d'organisation et à l'efficacité des mesures de droit commun, donc hors mesures d'urgence prises pendant les crises sanitaires et énergétiques. Je rappelle que ces TPE-PME représentent 99% des entreprises, 40% de la valeur ajoutée du secteur marchand et 49% des salariés. En France, le traitement des difficultés des grandes entreprises relève du CIRI, avec la Direction générale du Trésor et la délégation interministérielle aux restructurations d'entreprises. Pour le soutien aux TPE-PME, il y a un dispositif décentralisé qui a été historiquement structuré autour des comités départementaux d'examen des problèmes de financement des entreprises, les CODEFI, qui étaient historiquement placés sous l'autorité des préfets. Ce dispositif a évolué et il a été progressivement complété et restructuré.
Mais le constat qui est dressé par la Cour à l'issue de son enquête, c'est que globalement, le dispositif de détection et d'orientation des entreprises en cas de difficulté est à la fois très fragmenté et peu lisible. Plusieurs réseaux interviennent, la Direction générale des finances publiques à travers ses services départementaux, la Direction générale des entreprises, les URSSAF, les services du ministère du Travail, les régions, les tribunaux de commerce avec leurs procédures préventives, les chambres consulaires ou encore des associations spécialisées. Il y a donc réellement un morcellement de ce paysage et même si un point d'entrée universel a été mis en place en 2021 avec les conseillers départementaux à la sortie de crise qui étaient positionnés dans les DDFiP, on ne constate pas véritablement une amélioration du point de vue des entreprises dans le parcours et la lisibilité du dispositif. Le deuxième constat qui a été fait par la Cour à l'occasion de ce rapport, c'est que le bilan de ces dispositifs est décevant. Les conseillers départementaux sont mal identifiés par les chefs d'entreprise. Les contacts qui sont initiés par l'administration débouchent rarement sur des retours de la part de ces chefs d'entreprise qui, il faut bien dire, hésitent un peu à s'adresser aux services fiscaux pour leur expliquer leurs difficultés. Il n'y a pas suffisamment d'orientation vers les nombreuses structures adaptées qui pourraient les accompagner. Les CODEFI, les commissions des chefs de services financiers, les cellules régionales de veille, les comités d'accompagnement, les structures se sont multipliées et le parcours usager est donc peu lisible. La Cour avait recommandé à ce moment-là de faire des sortes de conventions de partenariat local pour que ces services se parlent et essayent d'agir de façon plus coordonnée et de mieux articuler les différents niveaux d'intervention. Le troisième constat, c'était sur les procédures de traitement et non plus de détection des difficultés des entreprises. Il y en a beaucoup, bien sûr. Elles sont adaptées aux différentes difficultés que les entreprises peuvent rencontrer. Les rééchelonnements de dettes sociales ou fiscales par les URSSAF et les DDFiP, les prêts, des audits, de la médiation du crédit qui est pilotée par la Banque de France, les procédures amiables des tribunaux de commerce que j'ai déjà évoquées, et différentes structures d'accompagnement, ne serait-ce que éventuellement par les chambres de commerce et d'industrie ou de commerce et d'artisanat. L'étalement des créances publiques qui a été très utilisé en sortie de crise ne permet par exemple pas à lui seul d'assurer un bon taux de redressement des entreprises. La viabilité des entreprises bénéficiaires, lorsqu'elle est mesurée 2 ans après, n'apparaît pas plus importante ou meilleure que s'il n'y avait pas eu de mobilisation de ces moyens. Donc, ce que nous avions recommandé, c'était quand même d'améliorer l'information auprès des chefs d'entreprise et puis également d'encourager la dynamique associative qui est plus portée par des pairs et qui peut donc peut-être être mieux appréhendée par les chefs d'entreprise. La médiation du crédit, quant à elle, est peu sollicitée. Son périmètre d'intervention est assez restreint. Donc en fait, il y a un maillon faible de notre point de vue dans ce dispositif, c'est l'accompagnement et la formation des dirigeants d'entreprise, particulièrement des petites entreprises. Et les offres consulaires sont relativement restreintes, les initiatives associatives peu connues, la formation des chefs d'entreprise à la gestion financière elle-même insuffisante. Donc voilà pour ce rapport dont je tenais à souligner l'existence parce qu'il me semble qu'il dresse quand même un paysage actuel et intéressant sur ces dispositifs. Le troisième point sur lequel je voulais revenir, bien sûr, à votre demande, c'est la note thématique sur l'efficacité des aides de l'État dans les dispositifs de sortie, pour faire face à la crise. Donc cette note, elle date de juillet 2023. Elle porte sur les politiques de soutien qui ont été mises en place en 2020 pour faire face à la crise sanitaire et en 2022 pour faire face à la crise énergétique.
Au total, sur l'ensemble de la période 2020-2022, puisque nous ne sommes pas revenus sur ce sujet récemment pour actualiser les chiffres, le soutien total de l'État était estimé à 260 milliards d'euros, dont 92,4 milliards d'aides directes. Le solde, ce sont bien sûr les prêts garantis par l'État qui ne constituent pas une dépense budgétaire, sauf évidemment à ne pas être remboursé si l'État est appelé en garantie. Ce niveau d'intervention place la France parmi les pays de l'Union européenne qui ont mobilisé les montants les plus élevés. On peut bien sûr distinguer deux grandes phases. Le plan d'urgence de 2020 qui reposait sur des dispositifs dont le critère de rapidité de déploiement a été à l'origine l'élément essentiel, le fonds de solidarité, l'activité partielle, les exonérations de cotisations sociales ou les prêts garantis par l'État. Le constat de la Cour, c'est que ces mesures ont permis de préserver le tissu économique et de contenir les défaillances d'entreprises. Je donnais les chiffres tout à l'heure. On a pu verser massivement et rapidement des aides. Cela dit, la simplicité de ces dispositifs, leur faible ciblage initial et les contrôles a priori limités ont généré effectivement des risques de versement indu et de fraude. Et il y avait aussi la possibilité de cumuler les aides au titre des différents dispositifs, ce qui n'a pas forcément permis de garantir que le niveau des aides n'était pas supérieur aux besoins réels des entreprises qui les demandaient. Après ce premier volet d'urgence, donc l'État a mis en place en 2022 un second plan, le plan de résilience pour faire face à la crise énergétique, qui combinait des mesures automatiques et générales, le bouclier tarifaire et la baisse de la fiscalité sur l'électricité, qui étaient de loin les deux mesures dont le coût pour le budget de l'État était le plus important, et puis des aides ciblées, soit sur des secteurs particuliers, le bâtiment, les travaux publics, etc., ou les boulangers, et aussi les entreprises énergo-intensives. Alors ce second plan a rencontré davantage de difficultés dans sa mise en œuvre, notamment parce qu'il était encore plus difficile d'apprécier les besoins réels des entreprises, ce qui a pu là aussi conduire à une surestimation de certaines enveloppes de crédit budgétaire. Je pense notamment aux entreprises énergo-intensives. Et aussi, il y a eu parfois des aides avec des critères d'éligibilité qui étaient assez complexes. Donc, comme il n'y avait pas de système automatisé de partage des données avec les fournisseurs d'énergie qui, pour la plupart, étaient chargés d'opérer ces aides, de les mettre en œuvre, c'est vrai qu'on n'a pas pu véritablement vérifier qu'il y avait des risques de compensation excessive ou injustifiée. Quand je dis on, c'est l'administration. Donc sur la base de ces constats, la Cour a identifié 3 leviers majeurs pour améliorer l'efficacité et la soutenabilité des aides publiques en temps de crise. C'est une de vos questions. Voilà, donc j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, puisque ça fait partie de vos questions. Merci beaucoup, Madame de Coincy. Éventuellement, si vous vouliez rajouter quelque chose, ou est-ce qu'on peut passer directement aux questions? Je ne sais pas si c'est prévu de prendre la parole, mais j'imagine que oui. C'est comme vous le souhaitez. Voilà. Par contre, peut-être couper le micro, s'il vous plaît. Pardon. Peut-être simplement vous dire effectivement que grâce à vos questions, je me suis donc replongée dans ces travaux faits par des collègues qui dataient de 2019, qui ont été publiés en 2020. Et donc l'essentiel de mes propos seront un petit peu de vous représenter ces propos, puisque sur ces sujets, il n'y a pas eu de nouveaux travaux de la section depuis, si ce n'est que comme nous le faisons tous les 3 ans, enfin 3 ans après nos travaux, nous essayons de voir que sont devenues la mise en œuvre de nos recommandations. Donc effectivement, en 2023, il y a eu un bref suivi des recommandations. Donc, mais je pense que vos questions me permettront de répondre. Et vous avez vu que nos grands messages, c'était d'un côté comment renforcer la prévention des suppressions d'emplois,
Et un deuxième grand message, c'est une fois que ces suppressions ont lieu, comment peut-être mieux cibler les aides au reclassement. Mais je vais m'arrêter là et puis peut-être plutôt attendre les questions. Je vous remercie. Une petite question avant de passer la parole à monsieur le rapporteur. Vous avez indiqué quelque part qu'il y a 5342 PME sur les 12 derniers mois glissants qui ont fermé, si je ne me trompe pas du chiffre. Est-ce qu'il y a une analyse des raisons des fermetures de ces PME? Est-ce que c'est le coût de l'énergie? Quelles seraient éventuellement les raisons si elles ont été identifiées? Alors, je n'ai fait que citer des chiffres qui sont publics. Nous n'avons pas fait d'investigation sur la question que vous évoquez, Monsieur le Président, et donc je ne connais pas, je ne suis pas en mesure de vous dire quelles sont les raisons précises qui ont conduit à ces défaillances. Merci. Est-ce qu'il y a eu également une étude pour mesurer, ou du moins est-ce que dans vos études, il y a les éléments pour mesurer le nombre d'entreprises qui auraient pu faire défaillance dans le cas où il n'y aurait pas eu les différents dispositifs de l'État qui auraient pu être mis en place? En gros, pour faire rapide, combien d'emplois les différents dispositifs de l'État et donc du contribuable, financés par le contribuable, ont permis d'être sauvés? Je me tourne vers ma collègue pour savoir si dans les travaux de sa chambre, mais non, nous n'avons pas non plus mesuré les pertes d'emplois évitées, je dirais. Je pense que c'est le sens de votre question. Comme cela a été dit, les enquêtes sont antérieures, en fait. Elles datent quand même de 2023 pour les plus récentes d'entre elles. Et on y reviendra peut-être, mais dans les dispositifs de soutien aux entreprises pendant les deux crises, de façon générale, nous n'avons pas trouvé de critères ou de garanties sur le maintien de l'emploi. Ça n'était pas, je pense, à ce moment-là, l'objectif principal poursuivi par ces mesures. Merci pour vos réponses. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les Présidentes. J'ai une série de questions, peut-être je les fais dans l'ordre, comme ça après vous pourrez vous organiser pour y répondre plutôt que de faire un va-et-vient. Ma première question va évidemment faire écho à la fin de votre intervention et à votre promesse de répondre à cette question quand le Président vous a invité à conclure. C'est quelles seraient vos préconisations pour améliorer l'efficacité des aides publiques en cas de crise, mais j'allais dire aussi en dehors des périodes de crise, même si les périodes de crise sont nombreuses et successives. Première question. Ensuite, quel constat, sur la question de l'évaluation de l'efficacité des aides publiques toujours, quel constat faites-vous sur l'efficacité des dispositifs publics de soutien aux entreprises en difficulté, chômage partiel, aide à la relocalisation, dispositifs de reconversion pour prévenir les licenciements? Troisième question sur le contrôle de l'usage des fonds publics. Avez-vous identifié des cas de mauvaise gestion ou de détournement des aides publiques par des entreprises ayant tout de même procédé à des licenciements massifs? Quels sont les mécanismes de contrôle en place, s'il y en a, pour éviter ces abus? Quatrième question sur le coût socio-économique des licenciements. Est-ce que la Cour a évalué le coût global pour les finances publiques des plans de licenciement? Indemnités, formation, accompagnement social, manque à gagner fiscal. Et quelles seraient vos recommandations pour mieux anticiper ces coûts? Et enfin, j'ai déjà été trop long, je m'en excuse, Monsieur le Président, sur la responsabilité des entreprises bénéficiant de fonds publics. Comment la Cour évalue-t-elle la responsabilité des entreprises ayant perçu des subventions ou aides publiques et procédant ensuite à des licenciements? Existe-t-il là aussi des recommandations pour conditionner davantage les aides à des engagements sociaux ou en matière d'emploi? Alors, je vais répondre uniquement à votre première question parce que je pense que les questions suivantes qui sont plus orientées vers les questions de licenciement sont plutôt du ressort de ma collègue. À l'issue du travail qui a été fait en juillet 2023 sur l'efficacité des aides de l'État aux entreprises pendant la crise, c'était vraiment circonscrit, la Cour avait formulé 3 recommandations. Sur le premier point, il nous semblait qu'il était très important que les aides soient limitées dans le temps.
On a eu d'autres rapports depuis qui l'ont montré, notamment à la demande du Premier ministre. Nous avions publié en janvier dernier un rapport sur les dispositifs de sortie de crise, que beaucoup d'aides avaient été prolongées en réalité ou n'avaient pas été éteintes. Et bien sûr, il y a un impact sur les finances publiques, alors même qu'il n'y a pas eu d'évaluation de la pertinence, de l'efficience, je dirais, du maintien de ces aides. En plus, ces aides peuvent entrer en contradiction avec d'autres politiques de long terme. Elles ont été faites dans un contexte bien particulier de la crise, mais par exemple, en matière de lutte contre le réchauffement climatique, il y a un certain nombre de mesures de soutien aux entreprises pendant la crise énergétique qui n'étaient pas concordantes avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, là aussi, c'est nécessaire d'avoir une vision globale et donc de limiter les aides dans le temps de la crise. La deuxième recommandation, c'était pour éviter les risques de captation et de saupoudrage des aides. Par captation, j'entends des effets d'aubaine, en réalité, avec des dispositifs qui parfois n'étaient pas suffisamment ciblés sur les entreprises qui justifiaient d'être aidées. Donc, nous avions préconisé, d'une part, que les entreprises qui demandaient ces aides justifient a priori, c'est-à-dire au moment de la demande d'aide, de leurs besoins, et notamment par exemple de l'évolution de leur excédent brut d'exploitation, et que par ailleurs l'administration se dote d'outils d'analyse microéconomique pour mieux apprécier l'évolution de la trésorerie des entreprises, de façon à éviter les risques que j'évoquais à l'instant. Le troisième constat, c'est dans la lutte contre la fraude. Comme ces dispositifs ont souvent été mis en place dans l'urgence, ils n'ont pas embarqué dès leur conception des outils de lutte contre la fraude. Et donc, nous avons constaté que non seulement il était difficile de lutter a posteriori contre les fraudeurs, mais qu'en plus, il était très difficile de récupérer les indus. Souvent, quand c'est vraiment des fraudes, les entreprises en fait ont disparu pour autant qu'elles n'aient pas existé que sur le papier. Et donc, voilà. Du coup, nous pensons que les administrations concernées doivent beaucoup plus échanger entre elles sur leurs données, croiser leurs données de façon à prévenir ces phénomènes de fraude, et que, donc, comme je le disais, il faut embarquer dès le départ des dispositifs de lutte contre la fraude dans les mesures d'aide. Peut-être un complément sur le volet un peu de l'efficacité des dispositifs, donc soit du côté de la prévention, soit du côté de l'aide au reclassement. Ce qui avait été constaté, donc ce travail avait été fait finalement sur la période 2008-2019, donc c'était un petit peu dans la durée, voire après la crise de 2008, ce qui avait pu être mis en place. Du côté de la prévention, donc était noté, mais sans pouvoir en faire un bilan, parce qu'à l'époque ça avait été mis en place depuis peu, ces possibilités de négocier au sein des entreprises les accords de performance collective. Donc ça, c'était plus noté sans qu'on puisse l'évaluer, et nous n'avons pas depuis procédé à une évaluation. Je sais que la DARES, effectivement, de temps en temps, fait le point sur ces accords. Également, tout ce qui était donc dispositif de veille, et c'est vrai que les travaux de nos collègues de la première chambre, donc plus axés sur le réseau finance, en fait, et donc DGFIP, ont complété finalement nos constats dans le temps. Nous avions en particulier mis en évidence l'intérêt de ce dispositif de plateforme un peu numérique. Donc, je crois qu'à l'origine, c'était une start-up d'État qui avait mis en place les fameux signaux faibles, dont, dans le suivi des recommandations que nous avions fait 3 ans après, nos interlocuteurs disaient qu'ils avaient été un peu
un peu déçus. Nous, ce que nous leur demandions, c'est que ce réseau de veille s'ouvre aux régions, puisque la compétence des régions était encore récente à l'époque, fin 2015. Elle ne l'est plus du tout aujourd'hui. Et donc, en 2023 encore, nous était répondu qu'elles ne pouvaient pas avoir accès à ces données du fait du caractère confidentiel des données utilisées dans l'algorithme. Mais que néanmoins, les régions participaient au niveau régional, donc aux cellules de veille et d'alerte précoce qui effectivement sont auprès des commissaires, donc qui ne s'appellent plus à la restructuration, mais si c'est ça, commissaires aux restructurations et la prévention des difficultés des entreprises. Et puis, alors ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que le travail complémentaire donc, qui a été fait par nos collègues donc, en 2023-2024 insistait, enfin en quelque sorte creusait un peu les arguments vis-à-vis de nos interlocuteurs, et notamment sur le fait que le secret fiscal que en gros nous opposaient nos répondants sur la non mise en œuvre des recommandations, parce que pour résumer, l'ensemble des recommandations que nous avions faites à l'époque n'ont pas été mises en œuvre en fait, hein. Soit il y avait un refus, soit une non mise en œuvre. Et donc la première chambre rappelait qu'aux fins justement de détection et de prévention des difficultés des entreprises, l'administration fiscale pouvait tout à fait communiquer au préfet, au commissaire à la restructuration et la prévention des difficultés, aux responsables territoriaux de la DRETS, des URSSAF, de la Banque de France, la liste des entreprises, etc. Donc, bon, je n'ai pas participé à l'enquête, donc je ne mesure peut-être pas suffisamment de l'intérieur quelles sont ces difficultés, mais je sens qu'il y a un gros potentiel d'amélioration de ce côté. Peut-être en particulier, et enfin on retrouve ça partout, hein, mais un peu de décloisonnement aussi entre le réseau qui s'est quand même, je pense, beaucoup amélioré, enfin en tout cas c'est ce que je constatais à la lecture des travaux qui ont été publiés en 2024, des réseaux de la DGEFP et de la Direction Générale des Entreprises qui ont travaillé ensemble et qui ont mis en réseau plein d'interlocuteurs du côté CCI, enfin du côté de voilà, tous les interlocuteurs territoriaux qu'on peut rencontrer et qui sont compétents sur le sujet et qui échangent. Et puis cet autre réseau interne à la DGFIP, mais qui, lui, n'avait pas de réseau aussi étendu. Donc il y a encore, me semble-t-il, un certain cloisonnement voilà, qui était pointé là, dans le rapport récent que présentait la présidente Camby, et sur lequel voilà, nos interlocuteurs en 2023 disaient qu'ils étaient en train de progresser. Mais voilà, je pense qu'à la fois du côté du cloisonnement interne côté État et de la relation avec les régions, voilà, c'est des bonnes pistes d'amélioration du côté de cette question de la prévention, et notamment de ce gros moyen de prévention qui sont vraiment l'efficacité de ces dispositifs de veille. Un autre moyen, donc, ce sont les crédits du FNE Formation, qui permettent éventuellement d'accompagner la reconversion d'un certain nombre de salariés dont on anticipe que les mutations économiques vont faire qu'ils peuvent perdre leurs emplois, et également l'activité partielle. Alors, lorsque nous avions fini nos travaux, c'était 2019, donc évidemment, le dispositif a pris toute son ampleur depuis, et je n'ai pas pensé à reprendre avec moi les travaux qui ont été faits pendant la période de la crise sanitaire, justement par des collègues qui se sont intéressés justement sur ces questions de lutte contre la fraude immédiatement, enfin un peu dès les premiers temps de mise en œuvre massive du dispositif d'activité partielle, à regarder justement les failles en matière de dispositifs de contrôle pour tout de suite aller signaler à la DGEFP, à l'ASP, voilà, les renforcements à mettre en place. Et nous devions justement cette année faire un travail très intéressant sur la lutte contre la fraude, justement dans ces dispositifs emploi et formation mis en œuvre par l'État. Mais nous avons dû supprimer ce travail puisque l'Assemblée nationale, le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques nous a demandé de faire un autre travail, qui est notamment une évaluation de la lutte contre la fraude aux prélèvements sociaux et au travail dissimulé. Donc bon, ce travail de la lutte contre la fraude est reporté, mais néanmoins, le sujet que pointait la présidente Camby reste valable, c'est-à-dire qu'il y a souvent des dispositifs qui sont mis en place en urgence, et le réflexe de penser à voilà, comment ils peuvent être facilement contournés n'est pas forcément le premier réflexe. Le premier réflexe est quand même logique
psychologiquement d'aider. Voilà, donc ça c'est pour ce qui concerne un peu les dispositifs de prévention. Et puis du côté de l'aide au reclassement, nous avions identifié donc un peu cinq grands dispositifs. Alors ceux qui sont financés par les employeurs, donc les conventions de revitalisation. Ce qui avait frappé nos collègues à l'époque, c'était le manque d'outils d'évaluation, et donc de données pour permettre l'évaluation de ces conventions. Bien sûr, donc les indemnités de licenciement, les plans de sauvegarde de l'emploi qui offrent tout un cadre très protecteur à ceux qui en sont bénéficiaires, et puis donc le financement des mesures de ces plans de sauvegarde pour l'emploi, hors contrat de sécurisation professionnelle, et puis donc le contrat de sécurisation professionnelle lui-même, avec son volet allocation, son volet accompagnement, son volet mise en œuvre, par Pôle emploi, mais aussi par des opérateurs privés, et puis le financement des actions de formation. Et ce qui nous frappait à l'époque dans ces dispositifs, alors je dirais que du côté du contrat de sécurisation professionnelle, nous avions été frappés du fait que la comparaison avec quelques autres pays, je crois qu'à l'époque ils avaient regardé notamment l'Australie, le Canada, et de mémoire c'était... un autre pays encore, c'était le Danemark, qui était peut-être un peu plus ciblé, c'est-à-dire ce type d'accompagnement un peu renforcé. Donc le contrat de sécurisation professionnelle, c'est sur 12 mois, était davantage réservé dans d'autres pays, non pas à tous les salariés en CDI licenciés pour un motif économique, mais peut-être à ceux les plus susceptibles de se retrouver éloignés de l'emploi. Alors la réponse qui nous était faite en réponse à notre rapport publié à la fois par la ministre du Travail, mais aussi par l'UNEDIC, parce qu'en fait c'est un dispositif qui est mis en place par les partenaires sociaux. L'État d'ailleurs nous disait demandez donc aux partenaires sociaux, puisque c'est pas moi qui suis compétent. L'UNEDIC nous répondait qu'il y avait eu une expérimentation d'élargissement du bénéfice de ces contrats de sécurisation professionnelle pour des CDD, mais que ça n'avait pas été très concluant. Il y avait une deuxième expérimentation qui aurait dû se mettre en place, mais finalement qui n'avait pas eu lieu. Et du point de vue de l'UNEDIC, il n'était pas convaincu de l'intérêt de cet élargissement à des salariés peut-être davantage en précarité, parce qu'ils alternent emploi-chômage, puisque donc le CSP est vraiment réservé à des CDI licenciés. Et il considérait qu'il y avait un travail à faire d'identification de quels étaient vraiment les besoins. Et pour eux, pour ceux qui ne bénéficiaient pas du contrat de sécurisation professionnelle, donc qui se retrouvaient directement avec leur assurance chômage, ils considéraient que France Travail disposait d'un certain nombre d'offres bien adaptées, et que quelque part, le contrat de sécurisation professionnelle n'était pas la solution miracle pour tout le monde, et qu'il y avait bien d'autres offres d'accompagnement dans le temps. Il n'était pas convaincu de notre recommandation, mais qui était néanmoins le résultat des travaux des collègues. Et peut-être un autre point en termes de pistes d'action qui avaient été les nôtres à l'issue de ce travail, c'était pour ce qui concerne les plans de sauvegarde de l'emploi, d'améliorer la qualité et surtout l'exhaustivité des données saisies par les entreprises, notamment sur les aspects financiers, c'est-à-dire prévision, exécution financière des plans de reclassement, avec notamment donc un portail qui s'était mis en place depuis 2019 sur les ruptures collectives, donc le portail RUPCO. Et donc, nous regrettions que les entreprises, finalement, ne donnent pas de façon systématique leurs données sur ce portail. Et alors, à cette recommandation que nous faisions, il me semble que nous n'avons pas eu de réponse très satisfaisante, puisque alors là, la DGEFP nous expliquait que on avait commencé à mettre en œuvre cette recommandation en 2021, mais qu'apparemment il fallait un arbitrage de leur ministre favorable, parce qu'il y avait des évolutions réglementaires nécessaires, et qu'en gros l'arbitrage n'avait jamais été favorable. Probablement, peut-être le ministre considérait que c'était trop demandé aux entreprises, mais en tout cas ça empêche que ce portail soit bien renseigné, et donc qu'on puisse faire une évaluation, comme vous le souhaitiez, de l'efficacité de ces mesures de reclassement. Donc voilà, on a un problème de données en provenance de la part des entreprises. Et puis peut-être aussi un point sur lequel un obstacle auquel nous nous sommes heurtés à l'époque, à propos du contrat de sécurisation professionnelle. Donc j'ai parlé donc
de son caractère qui était jugé un peu trop uniforme, mais il y avait aussi le fait qu'il n'y avait absolument aucune évaluation justement de finalement que donnait l'accompagnement et le résultat de ces contrats de sécurisation professionnelle. Et donc une des recommandations que nous faisions, c'était d'évaluer les performances à la fois de Pôle emploi ou des opérateurs privés en matière de retour à un emploi pérenne et de qualité dans le cadre à la fois de ce contrat d'un côté et puis des cellules de reclassement de l'autre, puisque le contrat, c'est plutôt pour les entreprises de moins de 1000 salariés et pour les groupes ou les entreprises de plus de 1000 salariés, là, c'est davantage à leur charge, donc ça n'est a priori pas pris en charge par l'État, sauf éventuellement plan massif ponctuel. Et donc, nous avions donc souhaité qu'une évaluation soit mise en place. Et donc, je reprends la réponse que nous avions reçue. La DGFFP avait signalé qu'au printemps 2023, elle avait commencé des travaux avec Pôle emploi, donc maintenant France Travail, et que normalement, c'était dans ce cadre qu'elle pourrait mener une évaluation des performances comparées de Pôle emploi et des opérateurs privés. Donc on avait constaté que c'était un début de mise en œuvre, mais que c'était encore... alors voilà, nous n'avons pas poursuivi le suivi des recommandations, donc je ne suis malheureusement pas en mesure de vous en dire davantage. Mais comme vous étiez aussi intéressé, je crois, à peut-être des informations sur les comparaisons avec d'autres pays, les collègues avaient noté un intérêt particulier, puisqu'il y avait en quelque sorte chez nous un peu une sorte de dichotomie entre voilà, les moins de 1000 salariés. Donc pour eux, c'est le contrat de sécurisation professionnelle qui était proposé. Les plus de 1000 salariés, là, ils avaient peut-être accès à davantage de mesures pour les accompagner, puisque là, les entreprises ont demandé qu'elles mettent en place donc un congé de reclassement, donc avec le contrat de travail qui est suspendu et qui permet donc de bénéficier ultérieurement de l'allocation de l'assurance chômage, et puis donc de davantage d'accompagnement. Et donc, nous avions regretté que finalement les PME ne puissent peut-être pas bénéficier de cette peut-être plus grande diversité des mesures d'accompagnement proposées. Et nous avions noté qu'en Suède, eh bien, il y avait un modèle assurantiel avec un financement collectif, voilà, qui permettait que eh bien, voilà, les grands puissent aussi cofinancer les plus petits. Donc nous l'avions noté comme peut-être une piste, mais sans faire de recommandations particulières. Voilà, et puis à l'époque, nous étions bien sûr intéressés aussi, et ça, je ne sais pas si vous en avez eu connaissance, mais sinon on pourra vous les transmettre, au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. À l'époque, un bilan avait été fait donc, en 2019 sur les 2 premières périodes de mise en œuvre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, qui effectivement, entre-temps, avait... Enfin, côté français, on avait un peu modifié notre stratégie, mais le peu que j'ai été regardé donc, sur la mise en œuvre du fonds dans les années récentes, il y a apparemment eu beaucoup moins de mise en œuvre, et avec principalement, je crois, Air France et Airbus, voilà, qui ont ponctuellement bénéficié d'aide. Mais je pense que l'expérience un peu difficile qu'avaient expérimenté certaines en grandes entreprises, et l'État surtout, dans les 2 premières périodes de mise en œuvre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, avait un petit peu, on va dire, refroidi les ardeurs, puisque on s'était rendu compte que la procédure était très longue, très complexe, et qu'en plus, c'était l'État qui avait dû payer, en gros, pour l'insuffisante vigilance des entreprises dans la fourniture de documents justificatifs. Et donc, je pense que l'État a dû peut-être suggérer aux entreprises intéressées à bénéficier de ce fonds d'utiliser d'autres mécanismes que ce fonds européen pour l'heure. Donc peut-être voilà en bref un petit peu les pistes qui étaient ressorties de l'évaluation de ces dispositifs. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous avez éventuellement d'autres questions ou je peux ouvrir à la salle? Je vous en prie, chers collègues. Merci Monsieur le Président. Je trouve intéressant d'ailleurs qu'on ait 2 chambres, une qui parle des finances publiques et de l'économie et l'autre qui parle de l'emploi. La séparation des chambres est, je trouve, symboliquement assez intéressante. D'ailleurs, on a eu des réponses sur finances publiques et économie, on a des réponses sur emploi, et on voit que parfois le lien entre les deux est pas si facile que ça à faire. Donc peut-être qu'une des recommandations, on pourrait faire à la Cour des comptes, c'est de peut-être mieux mêler les différents sujets de façon plus transversale. Donc en tout cas, merci pour ces précisions. Moi, j'aurais plusieurs questions. La première consiste à parler de votre rapport de juillet 2023, puisque on sait que donc juillet 2023, ça vous donnait un petit peu de
pas beaucoup de recul, mais en tout cas, on commençait à voir revenir finalement les défaillances d'entreprises, on vient de le voir juste à l'instant, à partir de 2022, on a une hausse assez importante et des défaillances et des licenciements. On voit bien, d'ailleurs, on a vu la courbe tout à l'heure, que 2019, on était sur une baisse, après on a une augmentation, on a un pic en 2020 qui est un pic particulièrement bas parce que c'est la crise. Donc on a effectivement les défaillances qui sont arrêtées. Et puis après elles reprennent à partir de 2022 pour retrouver un niveau finalement qui était celui quasiment de 2019, 2017. Enfin on voit qu'on est à peu près au même niveau. Donc ma question elle est, est-ce qu'on ne peut pas analyser ça comme finalement les dispositifs d'aide et de soutien n'ont pas forcément sauvegardé des emplois, mais finalement n'ont fait que reporter la perte des emplois à 2022, 2023, 2024, et qu'aujourd'hui on est dans une espèce de régulation finalement de l'économie, et de fait ça interroge sur l'efficacité de ces aides, à la fois de la crise Covid et à la fois de la crise énergétique sur l'emploi. Ça c'est ma première question. La deuxième, parce que c'est vrai que le sujet de la commission est très large et très complexe, on peut le prendre dans tous les sens, je voulais savoir si on peut intégrer dans cette commission la question du crédit impôt recherche et la manière dont le crédit impôt recherche a pu éviter des pertes d'emplois dans le domaine de l'innovation et de la recherche, ou pas. Et si ce n'est pas le cas, quelle est la responsabilité dans ce cas-là de l'État de ne pas mieux réguler son dispositif? C'est un peu loin peut-être, mais en tout cas c'est une question que je me pose. Et enfin, troisième question, quand on parle des aides de l'État aux entreprises, est-ce qu'on inclut notamment les soutiens de la BPI ou de la SFIL qui peuvent être considérés dans certains pays européens, puisque avec des taux d'intérêt très faibles qui accompagnent le développement économique de certaines entreprises, est-ce qu'on peut les considérer comme des aides de l'État? Enfin, ça, c'est pas ma question si on peut les considérer comme des aides, mais est-ce qu'il y a une analyse qui est faite sur le rapport entre ce soutien à l'économie fait par la BPI ou la SFIL et les licenciements ou les pertes d'emplois éventuelles? Enfin, voilà. Merci. Mesdames les présidentes, et puis après, je me permettrai de te passer la parole. J'ai arrêté mon micro. Ah, c'est moi, pardon. Merci. Je voudrais vous rassurer, Madame la députée, nous travaillons souvent ensemble. Le champ de compétences de la Cour est tellement vaste qu'effectivement, chaque chambre a un peu son domaine de compétences, mais nous travaillons souvent ensemble et nous allons, je réponds directement à votre deuxième question, bientôt travailler aussi avec une autre chambre, la troisième chambre, sur le crédit impôt recherche, parce que, comme vous le savez, c'est une niche fiscale qui pèse extrêmement lourd dans l'ensemble des dépenses fiscales et qui est très interrogée. Et eh bien, à cette occasion, nous pourrons peut-être regarder s'il y a eu un impact de limitation des pertes d'emplois dans ce domaine, mais ces travaux ne seront publiés qu'en début d'année prochaine. En ce qui concerne les dispositifs d'aide et leur impact sur les défaillances d'entreprises, oui, nous pensons effectivement qu'il y a un effet report, c'est incontestable. Après, il n'y a peut-être pas que un effet report, il y a aussi une évolution globale de la situation économique, avec des problèmes quand même de compétitivité sur un certain nombre de secteurs pour lesquels les entreprises, notamment dans le secteur industriel, les industries manufacturières, sont moins bien positionnées que leurs homologues étrangères. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous avons aussi constaté ces derniers mois qu'il y avait de la part des entreprises une certaine rétention de l'emploi pendant un certain temps, qui a pu, pour les économistes, expliquer une certaine part de la baisse de la productivité. Bon,
c'est peut-être un peu tôt, il faut être prudent, mais peut-être que cette période de rétention des emplois sur des marchés du travail qui étaient en tension, avec des difficultés de la part des entreprises pour accueillir les bonnes compétences, peut-être que cette situation est en train d'évoluer et que du coup, il y aurait là aussi une sorte de contre-coup qui serait en train de se produire, mais nous n'avons pas fait d'études encore sur le sujet et je crains que ce soit un petit peu tôt pour se prononcer. Alors, en ce qui concerne les soutiens, je dirais sous forme de participation en fait au capital des entreprises, parce que c'est ce que fait BPI ou ce que peuvent faire d'autres organismes publics. Normalement, il n'y a pas, à ma connaissance en tout cas, de conditionnalité en matière d'emploi. En tout cas, on l'a vérifié dans un cas, quand c'est un petit peu différent, mais je le cite quand même, quand les PGE ont été accordés aux plus grandes entreprises, elles ont conclu avec l'État des engagements de responsabilité. Ces engagements de responsabilité portaient notamment sur l'obligation de ne pas distribuer des dividendes aux actionnaires alors même qu'elles venaient de recevoir leur PGE, de ne pas opérer, on en avait beaucoup parlé à l'époque, des opérations massives de rachat d'actions, de aussi s'assurer qu'elles contenaient les délais de paiement de leurs fournisseurs de façon à ne pas impacter justement leur chaîne de sous-traitance. Mais en revanche, nous n'avons pas constaté dans ces engagements de responsabilité des clauses en matière de maintien de l'emploi. Voilà, je tenais juste à le signaler à cette occasion. Et bon, pour l'instant, en tout cas, dans les travaux que nous avons faits sur ces prises de participation, nous n'avons pas du tout constaté l'existence de ce type de clause qui pourrait intervenir dans le domaine du maintien de l'emploi. Madame la présidente de Coincy, peut-être que vous voulez rajouter quelque chose ? Très brièvement, simplement, effectivement, il y a de temps en temps des sujets sur lesquels nous travaillons ensemble et d'autre part où nous nous consultons. Et peut-être juste pour citer un exemple d'actualité qui fait référence aussi à des travaux dans le passé, nous avions travaillé sur le soutien à l'industrie automobile de 2008 à 2013. À l'époque, c'était la Chambre qui s'occupait d'industrie qui avait travaillé là-dessus. Et j'y avais travaillé à l'époque et de fait on s'était beaucoup intéressé à tout ce qui était activité partielle et je sais qu'un collègue va redémarrer un travail là-dessus et justement je lui conseillais d'aller regarder le rapport de l'époque et de se poser la question de nous associer justement puisque en fait finalement nos compétences sont liées aussi au budget des ministères avec lesquels nous sommes les plus en lien et chaque budget est déjà suffisamment complexe, donc d'avoir quand même quelques personnes qui comprennent un peu mieux le budget du ministère de l'Emploi et quelques personnes qui comprennent un peu mieux le budget du ministère des Finances, ça n'est pas inutile, voilà, tout à fait. Et l'enjeu, c'est plutôt effectivement de travailler ensemble et peut-être simplement aussi pour la question des licenciements. Je voulais juste rappeler que dans le travail que nous avions fait en 2020, nous mettions bien en évidence la diminution assez forte de la place des licenciements pour motifs économiques dans le temps, dans les motifs de rupture du contrat de travail. Donc voilà, et on avait un petit graphique là, dans la durée, on voyait que, bon là c'était à l'époque en 2017, mais il représentait quand même une partie assez faible des ruptures du contrat de travail, l'essentiel étant la démission. Bon, la rupture conventionnelle qui commençait effectivement à croître et là les quelques graphiques que mettent à notre disposition la DARES sont assez impressionnants. Là j'ai juste imprimé parce que je trouve que c'était intéressant là sur leur site. Donc ça c'est les ruptures conventionnelles 2010-2025, donc on voit bien que ça a pas mal augmenté. Et puis ça, c'était les licenciements économiques, donc on voit bien le gros pic de 2008. Alors malheureusement, là, le graphique continue un tout petit peu. 2025, il y a une toute petite remontée, mais en fait, c'est encore, dans la longue période, encore quelque chose d'assez... qui paraît à ce stade raisonnable. Voilà. Mais nous appuyons sur les données, effectivement, de la base
mouvement de main-d'œuvre de la DARES pour poursuivre cela. Merci. Monsieur le député Courbon. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les Présidentes. Alors, vous avez évoqué le caractère finalement positif d'un certain nombre d'aides, en particulier dans le cadre de l'évocation des PGE, même si vous avez aussi rappelé qu'il y a une totale absence de conditionnalité derrière, et c'est important de le rappeler. Et vous avez aussi évoqué le fait qu'un certain nombre d'aides permettent d'amoindrir, mais surtout de décaler un certain nombre de difficultés sociales dans le temps. Ça, ce sont des effets positifs que l'on peut voir. Il y a malheureusement d'autres dispositifs dont les effets sont les effets positifs sont moins évidents. Et je parle en particulier du CICE. Quand même, pour mémoire, on est sur un dispositif qui avait été créé à la base comme vecteur de création d'1 million d'emplois. On ne les a pas du tout eus. Ensuite, on nous avait dit que ça a été finalement un dispositif qui était un véritable amortisseur pour de la destruction d'emplois, et que finalement il ne fallait plus considérer de création d'emplois nouvelles, mais plutôt d'emplois non détruits grâce à ce dispositif. Et pour autant, on a un certain nombre aujourd'hui de cas extrêmement concrets, de grandes entreprises qui ont été très consommatrices de CICE, et qui, dans la même période, arrivent à cumuler à la fois la perception de cette aide-là, un versement effectif de dividendes à leurs actionnaires, et puis en même temps des licenciements qui sont extrêmement importants, et je pense en particulier au secteur de la grande distribution. On a un certain nombre de cas d'écoles. Et donc, voilà, de manière un peu plus précise, sur le CICE, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à la fois en termes de volume financier, de la manière dont il est consommé, et y compris de l'absence totale de conditionnalité, et la manière dont on pourrait aujourd'hui finalement évaluer à la fois le nombre d'emplois qu'il a permis de préserver, et j'imagine que là pour le coup c'est peut-être en dehors de votre sphère de compétences, mais peut-être de rapporter le coût du CICE aux entreprises qui en ont le plus perçu et qui aujourd'hui connaissent des plans sociaux massifs. Alors, nous n'avons pas, pour notre part, fait de travail sur le CICE. À ma connaissance, c'était davantage fait, me semble-t-il, par France Stratégie, qui avait travaillé là-dessus, donc, qui ont maintenant été donc intégrés dans les dispositifs d'exonération des cotisations sociales. Sujet que nous n'avons pas non plus regardé récemment. En revanche, donc, il y a des travaux d'économistes qui ont été publiés à l'automne dernier, qui ont fait toute une série de propositions sur comment, à partir de ces masses d'exonération de cotisations sociales qui se prolongent dans le temps, quelles pistes peut être imaginées. Mais donc nous n'avons pas eu de travaux récents malheureusement sur ce sujet. Merci Madame les Présidente. Juste une question pour bien comprendre, parce que le CICE a été fini au 31 décembre 2018. Vous incluez dans votre question les baisses de charges qui ont substitué au CICE. Voilà, ok. Je parlais du dispositif tel qu'il est connu par le grand public, mais je parlais plus globalement, voilà, du mécanisme, du mécanisme d'exonération d'un certain nombre de cotisations qui sont censées permettre soit des créations d'emplois, soit des non-destructions d'emplois, et qu'on s'aperçoit à l'usage, si j'ose dire, qu'on arrive à trouver un certain nombre d'entreprises qui ont bénéficié massivement de ces dispositifs, qui ont évolué dans le temps depuis leur création, et qui aujourd'hui se trouvent à continuer à bénéficier de ces aides-là, tout en versant des dividendes et tout en connaissant des PSE massifs. Et ça, je pense qu'on peut collectivement s'entendre sur le fait que ça pose problème. Je voulais juste avoir confirmation, parce que le CICE, pour moi, ça a été en 2018. Je me posais la question du sens de la question, et le but, c'est d'avoir les meilleures réponses possibles. Après, on pourrait avoir un débat sur le poids de la charge pour les entreprises en France, et qui d'ailleurs un débat, je pense, extrêmement intéressant. Mais voilà, je voulais juste avoir confirmation de l'objet de votre question. Monsieur le rapporteur, il nous reste quelques secondes. Je ne sais pas si vous aviez éventuellement des questions complémentaires rapides à poser à Madame les Présidentes.
Non, s'il reste quelques secondes, Monsieur le Président, vous me coupez un peu l'herbe sous le pied. Non, mais très très rapidement, sauf si des collègues ont d'autres questions, peut-être pour élargir un peu le champ de notre propre réflexion. Est-ce que j'essaie de la formuler de façon à ce qu'elle soit formulable pour la cour que vous êtes, mais ce sera en même temps une réflexion pour nous. Est-ce que vous qualifieriez le soin apporté à la dépense publique par l'État, le gouvernement, en matière d'aide aux entreprises, du même niveau que la vigilance qu'il a avec d'autres politiques publiques, les aides sociales notamment, par exemple, les dépenses de soutien aux collectivités locales? Comment percevez le soin et l'attention qui est portée, puisque vous nous avez évoqué d'ailleurs au début de cette audition l'importance que représente l'aide aux entreprises et les nécessités auxquelles elle répond, mais aussi, vous l'avez dit, les préconisations que vous formulez pour qu'elles soient mieux ciblées et mieux contrôlées. Ça, c'est le premier élément de remarque. Deuxième, peut-être nous évoquer comment et dans quelle mesure là aussi on peut améliorer l'efficacité du suivi des PGE, du remboursement des PGE. Voilà, je vais m'arrêter là, tant pis, puisque le Président a quelques secondes et je tiens à être discipliné. Alors peut-être je vais vous répondre tout de suite sur les PGE parce que d'abord on avait fait un rapport spécifique sur cette question, mais c'était en 2022, donc c'était tout de suite après la mise en place des PGE. Et là maintenant, notamment dans le compte général de l'État, on a une vision assez claire de l'encours de PGE qui est encore en activité, je dirais, et puis aussi des appels de garantie de la part d'entreprises qui ne sont donc pas en mesure de rembourser. Et vous savez que l'État est appelé en garantie par les établissements financiers qui ont consenti les PGE. Donc en termes de capital restant dû, il y a quand même encore 36 milliards au 31/12/2024 de PGE en cours. C'est une somme assez considérable, mais il y a eu quand même beaucoup de remboursements puisque juste un an avant, au 31/12/2023, il y avait 61 milliards. Donc c'est quand même une forte diminution. Les provisions constituées au titre de l'exercice 2024, c'est 1,7 milliard. Et si on regarde le total des encours, des garanties appelées depuis la création, c'est 5 milliards. Voilà. Donc ce sont des sommes quand même relativement importantes. Sur les PGE résilience, ça concerne les deux, PGE Covid et PGE résilience. Les PGE résilience, il y en a eu beaucoup moins et c'est pas tout à fait comparable, mais ils sont inscrits dans ces chiffres. Alors, le problème, c'est que les entreprises vraiment qui ont le plus de difficultés à les rembourser, c'est les PME, TPE. Les grandes entreprises, elles remboursent, mais les petites entreprises qui représentaient quand même 60% du volume d'encours des PGE, elles représentent 98% des entreprises défaillantes dans le remboursement de ces PGE. Donc je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit bien où se trouvent les fragilités du tissu économique. Sur votre première question, alors... je voudrais rappeler que, bien évidemment, vous le savez, les aides de l'État, elles prennent des formes très, très variées. Ça peut être de la dépense fiscale, ça peut être de la subvention directe, ça peut être des allègements de charges, de cotisations sociales. On en a parlé tout à l'heure. Et c'est très difficile d'avoir une vision consolidée de l'ensemble de ces aides. La Cour fait très régulièrement des travaux sur des aides ponctuelles pour justement regarder l'efficience de ces dispositifs, c'est-à-dire finalement les résultats obtenus par rapport au coût pour le budget de l'État. Et notamment sur les dépenses fiscales. D'ailleurs, cette année, la première chambre a engagé tout un tas de revues de dépenses sur les dépenses fiscales. Et j'évoquais tout à l'heure justement la plus grosse d'entre elles, qui est le crédit impôt recherche. Donc, il est évident que, en termes de qualité de la dépense, ces aides ne sont pas suffisamment évaluées par les administrations
au regard des résultats qui devraient être attendus de l'effort consenti par les contribuables. Donc de ce point de vue-là, il y a beaucoup d'améliorations à faire. La Cour avait travaillé sur une méthodologie de la qualité de la dépense qui avait été publiée dans le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques d'il y a 2 ans. Et je pense que cette méthodologie gagnerait à être utilisée par les administrations, notamment dans le domaine des aides aux entreprises. Alors ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas utiles, bien entendu, mais il y a sûrement, à la fois en termes de ciblage et en termes d'efficience globale, des progrès certains. Une micro-question, parce que j'ai aussi une micro-question après, monsieur le rapporteur. Si je peux faire un micro-complément. Allez-y, madame la présidente. C'est juste pour... du côté des aides aux entreprises, je pense aussi à celle qui figure sur un budget que je connais un peu mieux, qui est celui du ministère du Travail et de l'Emploi, où nous avons régulièrement attiré l'attention sur le caractère non soutenable du financement de l'alternance. Et donc, dans un certain nombre de travaux, et notamment celui qui est paru en janvier 2025, nous attirons l'attention sur le fait qu'avec la crise, on a était bien au-delà de la réforme de 2018 en matière d'aide aux entreprises en matière d'apprentissage, et qu'on n'est pas revenu à la situation d'avant-crise. Donc ça fait partie, en tout cas, nous, des sujets sur lesquels nous attirons l'attention de l'État et des parlementaires sur le fait qu'il y a là probablement des aides qui peuvent être revues. Voilà. Ce sera du coup de fait une demande peut-être d'informations complémentaires pour la suite. Est-ce que vous avez des bases de données, des informations, des travaux sur la question spécifique du soutien des collectivités aux entreprises en aide, subvention directe, en soutien via des infrastructures? On aura à connaître ici de situations comme celle-là, d'éventuelles dérives, et pour voir peut-être est-ce que le contrôle est plus ou moins bien fait, est-ce qu'il y a des clauses de conditionnalité, plus ou moins, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose, quelque part, dans vos travaux qui peut nous permettre, nous, de peaufiner nos réflexions sur la question aussi des collectivités, parce que nous ne nous intéressons pas évidemment qu'à l'État, mais à toute la puissance publique. Je ne voudrais pas vous donner l'impression de ne pas vous répondre, mais c'est de la compétence des chambres régionales des comptes. Et donc, il nous arrive aussi avec les chambres régionales des comptes de faire des contrôles en commun. Il y a eu un chapitre du rapport public annuel qui a été consacré il y a 3 ans aux aides au développement économique à la fois de l'État et des collectivités territoriales, sachant que les montants sont quand même pas comparables. Les aides apportées par les régions, proportionnellement, sont quand même beaucoup moins importantes que celles apportées par l'État. Mais il faudrait regarder dans les rapports des chambres régionales des comptes pour savoir si elles ont traité ce sujet. Petite question rapide avant de conclure. Lorsqu'on réalise des opérations de contrôle qui me semblent tout à fait normales, il y a une notion de coût engendré par les contrôles. Est-ce que la Chambre a fait une analyse de combien les contrôles coûtent au service de l'État, ou du moins aux contribuables, et combien ça coûte aux entreprises qui elles-mêmes doivent suivre les normes et remonter des informations au service de l'État? Moi, je n'ai pas connaissance d'une étude globale qui permettrait d'avoir une approche, en tout cas, de ce chiffrage. Ce qui est certain, c'est que on est toujours pris en tension entre une nécessaire simplification et puis aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, anticiper les risques de fraude, avoir quand même un minimum de contrôle a priori pour éviter que l'argent public, qui est rare en ce moment particulièrement, soit fléché vers des entreprises qui n'en ont pas absolument besoin. Donc voilà, pas de réponse plus satisfaisante à vous donner, Monsieur le Président. Merci pour votre réponse. Mesdames les présidentes, je vous remercie. Je vous propose de compléter éventuellement nos échanges en répondant par écrit au questionnaire que nous avions transmis
très peu avant la réunion et je vous remercie d'avoir pris le temps de pouvoir les préparer et venir à notre rencontre. N'hésitez pas également, si vous dites mince, j'aurais dû aborder tel ou tel sujet qui me semblait être important, de le rajouter à la réponse que pourrait nous transmettre. Voilà, je vous remercie pour le temps passé en notre compagnie. La séance est suspendue.